Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. Une concertation sur ce qu'est être français. Voilà l'un des souhaits du Premier ministre alors que le débat sur l'immigration est relancé après le cyclone à Mayotte. Alors, qu'est-ce que ce fameux droit et surtout, qu'est-ce qu'une telle proposition pourrait changer pour les familles? On en parle dans la première partie de notre émission. Que faire et comment réagir quand son meilleur ami est accusé d'agression sexuelle? C'est toute la problématique que questionne notre invité dans son livre Ni prince ni charmant. On en parlera avec elle en seconde partie d'émission. Dans sa chronique, Guillaume Buan fera la lumière sur ce nouveau robot qui s'est posé hier sur la Lune. Mais tout de suite, place à l'actu avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une ce soir, la parole se libère, les langues se délient après les accusations de viol, d'agression sexuelle ou de violence physique survenues au sein du collège privé catholique Notre-Dame du Sacré-Cœur à Dax. Surnommé également Cendrillon, et le nombre de victimes ne fait qu'augmenter. 7 personnes scolarisées dans les années 60, 70 et 80 ont donc témoigné chez nos confrères d'ici Gascogne. Toutes travaillent à la création d'un collectif. Dans leur récit, plusieurs noms de prêtres et celui d'un enseignant laïque ressortent, par exemple l'abbé G, qui selon plusieurs témoignages recevait le soir dans sa chambre des élèves pour les confesser, mais au moins 3 hommes affirment qu'au lieu de recueillir la parole des enfants, l'abbé profitait de cette occasion pour les faire s'asseoir sur ses genoux et leur caresser les fesses ou encore le sexe. L'abbé est décédé dans les années 80. 2 autres prêtres qui sont également morts sont cités par d'anciens élèves, et à ces 3 noms s'ajoute celui d'un surveillant, monsieur M, qui aurait travaillé dans l'établissement entre les années 61 et 64, puis 70 et 76. Un homme l'accuse de l'avoir violé pendant 4 ans. Ce dernier, lui, est toujours vivant, et monsieur M a d'ailleurs un frère qui a officié au sein d'un autre établissement au sein de Notre-Dame de Bétharram, qui est là aussi au cœur d'un scandale. Ce dernier est accusé de viol dans les années 80. Et au même moment, l'affaire Bétharram prend une autre dimension, elle devient internationale. Effectivement, on l'a appris puisque des résidents aujourd'hui qui sont en Irlande, au Canada, en Australie, à Monaco ou encore au Mexique, eh bien, ils figurent parmi les 40 nouvelles plaintes déposées jeudi dernier, ce qui porte un total de 152 lettres plaintes recensées, des victimes de tout profil. On apprend justement qu'il y en a un qui est le fils d'un ancien député de droite et président du Conseil général du Sud-Ouest de la France. Notez aussi que pour la première fois, les victimes ont été invitées par le procureur de Pau dans le cadre d'une réunion d'information. Cela permettait entre autres d'en savoir plus sur les procédures à venir et surtout sur la prescription de certaines plaintes, puisque certaines remontaient aux années 50. Et on suit cela de très près, vous l'imaginez. En bref, également dans le Nord, non loin de Lille, un professeur d'EPS, éducation physique et sportive, est suspecté d'avoir filmé ses élèves dans son collège lors des sorties à la piscine. Alors, il a été interpellé par la police judiciaire. Il est suspecté d'avoir filmé dans les vestiaires de la piscine des élèves nus lorsqu'ils se changeaient. Les faits s'étendent sur la période 2022-2024, et pour ce faire, ce dernier aurait dissimulé une caméra, un trousseau de clés qui fait aussi caméra. C'est le témoignage d'une mère dans les colonnes de la Voix du Nord. La directrice de l'établissement indique que les familles concernées ont été contactées. Elle réaffirme également son total soutien. On attend la suite de cette enquête. À Marseille, un dramatique accident dans une cour de récréation fait un mort. Et oui, la victime est âgée de 13 ans. Elle a succombé à ses blessures après avoir été prise d'un malaise dans son collège, et ce malgré l'intervention des secours. Une enquête est ouverte pour comprendre les circonstances de ce décès. Des élèves choqués ont parlé. Il s'agirait d'un jeu qui a mal tourné et qui aurait provoqué la chute du garçon. Ce dernier aurait été chahuté et tiré au niveau des jambes avant de tomber lourdement et d'heurter le sol. Quelque chose d'involontaire et pas un jeu dangereux comme celui du foulard ou d'autres genres. C'est ce que tempère notamment un proche du dossier dans les colonnes de la Provence. Une cellule d'aide psychologique est en place. C'était le cas notamment ce matin. Enfin, à Rennes, un dispositif inédit pour une situation inédite. Une campagne de vaccination de grande ampleur est menée contre le méningocoque B. C'est 100 000 jeunes qui sont concernés, âgés de 15 à 24 ans. Cela fait suite à plusieurs cas de méningite dans la métropole rennaise. Début février, 3 personnes d'une même famille ont été atteintes d'une méningite. Malheureusement, une femme de 18 ans est décédée. C'est le ministre de la Santé lui-même qui l'a annoncé dans une interview à Ouest France. Un premier centre a donc été installé
installée à Rennes dans la School of Business et tous les étudiants sont invités à se faire vacciner. Cela représente 4000 personnes. D'autres soins vont d'ailleurs être installés prochainement. La vaccination, elle va s'étaler sur plusieurs semaines consécutives. Enfin, pour terminer sur une note plus légère et 4 jours après la cérémonie des Césars, celui des lycéens a été décerné au Comte de Monte-Cristo. Réalisé par Mathieu Delaporte, Alexandre de la Patelière, avec dans le rôle principal d'Edmond Dantès, un certain Pierre Ninet qui a réagi justement sur les réseaux sociaux à travers X. Le César des lycéens qui a été créé en 2019 par le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, mais aussi par l'Académie des Césars. Objectif, éduquer les jeunes à l'image et les sensibiliser, les fédérer autour du cinéma. Le César des lycéens donc, de cette année a été attribué suite au vote de 2617 élèves de terminale issus de 118 lycées généraux technologiques de toute la France, mais pas que, de la Réunion, de la Guadeloupe, de la Martinique et même de Londres, Mexico, Milan et Tokyo. L'ensemble de ces lycéens ont visionné les 5 films en compétition, notamment Le Comte de Monte-Cristo, Emilia Pérez de Jacques Audiard ou encore En fanfare, l'histoire de Souleymane et Miséricorde. La remise justement du César des lycéens aura lieu le mercredi 26 mars prochain dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne à l'occasion d'une rencontre débat avec justement le réalisateur. 5 films à voir absolument. Merci beaucoup Guillaume. Un débat public doit s'ouvrir sur le droit du sol. Voici les mots de Gérald Darmanin alors que l'Assemblée a adopté une mesure visant à restreindre le droit du sol à Mayotte. Un débat relancé sur l'immigration et qui concerne toutes les générations. On en parle tout de suite sur Grand JT. Droit du sol, immigration, identité, voilà, tous ces termes, le débat est relancé jusqu'à de nouvelles mesures prises récemment à Mayotte. Je suis ravie d'en parler avec Diane Fogelman. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes chargée de plaidoyer migration à Amnesty International France. Merci d'être là. Anaïs Place, bonjour. Bonjour. Merci également de nous retrouver. Vous êtes avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité. Comment comprendre qu'un cyclone, en l'occurrence sur le département français de Mayotte, je le rappelle, c'est français, amène à des réflexions comme celle de la submersion migratoire, puis surtout ensuite celle d'un vote à l'Assemblée qui vise à restreindre le droit du sol. Qui veut peut-être entamer cette discussion ? Moi, je peux peut-être réagir justement parce qu'effectivement, là, vous avez raison de le souligner, le Premier ministre, quand il a été interrogé à l'Assemblée sur la question justement de l'utilisation du terme submersion, a bien précisé qu'il parlait de Mayotte, ce qui est quand même assez surprenant, pour ne pas dire très critiquable, juste après un événement d'une telle ampleur. On n'a pas fini de compter les morts, que déjà on est en train de parler de l'immigration. Moi je pense que ce qui est tout à fait caractéristique dans ce discours, qu'on retrouve aujourd'hui dans bien d'autres domaines, c'est que finalement, on aime bien penser que l'immigration est à l'origine de tous nos maux, y compris du réchauffement climatique. C'est-à-dire que quand on a une catastrophe naturelle, on va chercher l'immigration. C'est dire à quel point c'est irrationnel, ce rapport à l'immigration dans le domaine politique aujourd'hui. Si vous partagez le même sentiment, Diane Fogelman ? Tout à fait, et j'irais jusqu'à dire aussi qu'il est étonnant de voir que les mesures qui ont été prises au niveau gouvernemental et les propositions sur le droit du sol ne répondent pas du tout à l'urgence pour les personnes sur place, l'urgence humanitaire, l'urgence pour l'accès aux soins, l'urgence pour l'accès au logement, des droits finalement et des besoins essentiels et fondamentaux sur lesquels le gouvernement n'a pas été très audible, préférant le débat, comme vous l'avez dit, indécent sur la submersion migratoire. Alors, ce qui n'est pas justement contre-argumentation, c'est de dire justement on n'arrive pas à pouvoir satisfaire tout le monde, apporter tous les soins nécessaires parce que justement il y a, et je répète, je ne fais que citer, submersion migratoire. Alors, vous le citez, je le cite aussi, mais c'est en réalité un terme que l'on dénonce. On refuse, nous, la banalisation de cette parole politique, de ce discours. Parler de submersion migratoire, c'est en réalité s'attaquer directement aux droits des personnes exilées. C'est entraîner pour elles des discriminations, des stigmatisations et des attaques directes qui, finalement, les précarisent d'autant plus, les discriminent d'autant plus et attaquent d'autant plus leurs droits fondamentaux. Donc, pour nous, le débat ne se situe pas sur, évidemment, une supposée submersion migratoire, car elle est bien supposée, mais plutôt sur, encore une fois, répondre aux besoins essentiels, aux besoins de respect des droits fondamentaux des personnes concernées.
Cette restriction du droit du sol à Mayotte, elle n'est pas nouvelle. Je crois qu'elle date de la loi Collomb en 2018, non? C'est bien ça? Oui, il y a déjà eu une réforme qui restreint, qui n'a pas d'effet réellement aujourd'hui, puisque ces effets sont différés, puisqu'elle va s'appliquer aux enfants qui seront nés à partir du 1er mars 2019. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, et même loin s'en faut, de recul sur les effets de cette loi, que déjà on parle d'une nouvelle. En réalité, c'est pas ça qui va de toute façon régler la question migratoire, si tant est qu'il faille la régler de cette manière-là, en tout cas avec ce regard-là à Mayotte, puisque les gens qui débarquent à Mayotte ne le font pas pour devenir français. Il n'y a pas un processus, si vous voulez, en amont qui a été prévu par les immigrés, se disant si j'accouche à tel moment, mon enfant sera français à telle date, je pourrais demander une carte. Ça, c'est complètement fantasmé. Le problème de Mayotte, qui est quand même très spécifique, parce qu'on est sur un territoire qui est très très particulier, il est dans l'archipel des Comores. Et ça, malheureusement, les politiques refusent d'en tenir compte, entre guillemets, aujourd'hui. Il y a une sorte de fantasme autour de Mayotte qu'on pourrait isoler comme un petit îlot français qui n'aurait pas de relation avec les Comores. En réalité, toutes les familles à Mayotte ont des liens avec des familles aux Comores, puisque c'est une même population à la base, c'est un archipel, et donc on ne peut pas travailler sur le territoire de Mayotte, de manière générale, d'un point de vue économique, etc., sans se poser la question de relation avec les Comores. Et donc vouloir sans arrêt les repousser, c'est de toute façon vain. Et là, purement politicien, à mon sens. Et très dommage. Oui, vous pensez que c'est une vraie question électoraliste, finalement. On est en train de chercher des voix vers l'extrême droite. Bien sûr, et parce que, justement, on ne s'occupe pas de Mayotte, c'est un territoire qui est indigne du point de vue de l'accès aux soins, on l'a dit, de l'accès à l'eau potable, de l'accès à l'éducation, enfin, effectivement, des choses totalement essentielles. La France ne fait pas le job, et donc, c'est plus facile de dire c'est la faute des immigrés, c'est la faute de la question migratoire, que de se poser réellement la question de qu'est-ce qu'on fait à Mayotte, comment on permet un essor économique, etc. Je tiens à souligner quand même que quand des gens sont en situation irrégulière, ils sont aussi précarisés, de fait. Donc précarisés, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de travailler, vous n'avez pas le droit de monter une activité économique, etc. Donc quand vous dites à toute une population qui est là, qui est présente sur une île, vous ne pouvez pas travailler, vous ne pouvez pas créer de commerce, vous ne pouvez pas vous installer, si vous voulez, de manière durable sur le territoire, de toute façon, vous ne permettez pas à ce territoire de se développer. Et donc, à aucun moment, malheureusement, on entend dans le discours politique, et si on faisait le contraire, c'est-à-dire si on était beaucoup plus souple sur l'accès au séjour pour permettre aux gens de s'investir sur le territoire et justement de travailler, de créer de l'emploi, etc. Jamais on entend ce discours-là. On est toujours dans un discours de repoussoir. Et à mon sens, je vous le dis, c'est vain. Je pense que ça ne peut aller qu'en s'aggravant et qu'on va précariser et la population et le département en soi. À tel point qu'on se sert presque de effectivement ce cyclone et donc de, on peut dire, l'affaire Mayotte, enfin l'affaire de la situation de Mayotte, pour pouvoir aller vers cette thèse-là assez politicienne, donc électoraliste, ce discours effectivement sur cette submersion supposée migratoire, en tout cas ce qu'il en est, parce qu'elle est quand même pensée à être élargie, en tout cas proposée à être élargie sur tout le territoire. Ce qui est intéressant, alors d'abord je rejoins tout simplement ce qui a été dit précédemment, et je voudrais aussi ajouter que non seulement les personnes quittent leur pays pour chercher une vie meilleure, pour rechercher la sécurité, pour rejoindre des membres de leur famille, tout simplement, ce qui est d'ailleurs un droit fondamental, le droit à la vie privée familiale. Donc effectivement, ne jamais oublier cet élément lorsqu'on parle de migration. Également, ce que l'on peut constater, c'est que les personnes concernées sont les grandes absentes de tous ces discours, sont les grandes absentes des médias, sont les grandes absentes de manière générale. On ne s'intéresse pas aux personnes concernées, pourtant on parle bien ici de personnes. Voilà, je tiens vraiment à le souligner parce que finalement, ça reste très abstrait, alors que nous, au contraire, ce que l'on veut avancer, c'est que c'est particulièrement concret et surtout au niveau de l'attaque qui est faite contre leurs droits. C'est une attaque généralisée. Donc, premièrement, il s'agit bien de personnes, ne l'oublions pas, essayons de remettre de l'humain au centre de tous ces discours et de toutes ces questions. Par ailleurs, pour conclure peut-être sur Mayotte, effectivement, ça a démarré il y a plusieurs années, vous l'avez bien souligné. Nous, ce que l'on dénonce, c'est des politiques migratoires qui sont discriminatoires à Mayotte. Et d'ailleurs, on pouvait le voir, par exemple, sur la loi qui a été
adopté la loi immigration en janvier 2024, la loi dite Darmanin, on avait salué évidemment la fin de l'interdiction de l'enfermement des mineurs, qui connaît, encore une fois, qui a connu une exception sur Mayotte, puisqu'elle ne rentre en vigueur qu'en 2027. Donc voilà, c'est un système qui est discriminatoire, donc je voulais simplement le rappeler. Et par ailleurs, pour ce qui est de généraliser, alors sur cette question de supposée submersion migratoire, pourquoi supposer ? Les faits, les chiffres l'ont démontré. De nombreux chercheurs se sont penchés sur la question. On a pu entendre le CEPI, qui est un institut financé par le gouvernement, qui s'est aussi attaché à démontrer qu'il n'y a pas de submersion migratoire. On sait que depuis 2015, il n'y a pas eu de nouveau pic de migration en Union européenne. Et pourtant, cette question revient sans cesse. Elle oublie les personnes concernées et elle est instrumentalisée pour semer probablement une forme de discours haineux, de la haine, de la discrimination. Voilà. Rien de positif, encore une fois, pour les personnes concernées. Une sorte de rengaine qui revient très souvent, effectivement, souvent avant les élections. Là, pas forcément tout de suite en 2027, mais enfin bon, ça approche assez vite. Et on a ce relent de préférence nationale, peut-être, ou de côté identitaire, des lois de l'identité nationale dont on parlait sous Sarkozy en 2009. Est-ce que c'est le sentiment que vous partagez aussi, Anaïs Place ? Oui, complètement. D'ailleurs, je vous citerai l'excellent petit tract chez Gallimard de Gérard Noiriel qui s'appelle « La préférence nationale », qui nous rappelle l'histoire de ce terme et qui nous rappelle surtout qu'on le retrouve depuis le 19e siècle, revenir sur la scène politique régulièrement et notamment à chaque crise, puisqu'effectivement, c'est quand même assez facile de s'attaquer, entre guillemets, aux immigrés qui, de surcroît, ne votent pas, lorsqu'on a besoin de trouver un bouc émissaire quand les politiques publiques ne fonctionnent pas. Donc c'est un terme qu'on utilise depuis très longtemps et malheureusement, ça fonctionne assez bien. C'est-à-dire que là, en ce moment, en tout cas, la mayonnaise prend. On voit bien quand même qu'il y a un rejet globalement de l'immigration, notamment parce que on va chercher ce sujet-là à chaque fois qu'il y a un fait divers, à chaque fois qu'il y a un drame, etc. Par contre, on ne cherche pas à mettre l'accent sur les médecins qui font tourner l'hôpital public et qui sont aujourd'hui pour beaucoup étrangers, sur les gens qui fabriquent notre pain le matin. Beaucoup de boulangers à Paris sont étrangers. Je vous coupe, pardon, il y a une réaction. Oui. Est-ce que vous l'avez vu, cette vidéo sur Instagram ? Il y en a eu beaucoup qui ont été diffusées la semaine dernière, où on voit effectivement sur des marches des personnes, voilà, des médecins en l'occurrence, et plein d'autres effectivement personnes souvent de la fonction publique, effectivement, qui, les uns après les autres, sans parler, sans rien dire, quittent un à un cet escalier, à fur et à mesure qu'on imagine qu'ils sont immigrés ou d'origine, effectivement, immigrés. Voilà, l'importance, effectivement, de l'immigration en France. Alors, je ne voudrais pas vous dire une bêtise, mais je crois que c'est une vidéo qui est partie d'Allemagne, en tout cas la première version que j'ai vue. C'est l'hôpital en Allemagne. Qu'est-ce que serait l'hôpital sans les personnes étrangères ? Mais effectivement, aujourd'hui, les immigrés, on les retrouve dans tous les pans de l'économie. Ce sont des gens souvent invisibilisés, les gens qui gardent nos enfants, qui s'occupent des personnes âgées, qui nettoient les bureaux et qu'on ne voit pas tard le soir, etc. etc. Des gens qu'on a applaudi, peut-être sans vraiment le savoir ou le comprendre au moment de la crise du Covid. Effectivement, il est quand même très regrettable et dangereux dans un pays comme la France, qui est un pays d'immigration, qui a une tradition d'immigration. Il y a toujours eu un melting pot en France, au moins depuis l'histoire de la révolution industrielle, qui fonctionne en réalité, avec des gens qui s'installent sur plusieurs générations, etc. Il est très dangereux de vouloir diviser la société sur ce sujet parce que les personnes concernées, leurs enfants, leurs petits-enfants, en réalité, c'est une grande partie de la population. Et aujourd'hui, cette partie de la population, elle se sent attaquée, stigmatisée, méprisée. Et effectivement, ça n'aide pas du tout à avoir un projet commun, je crois. Alors, un sentiment, juste pour pouvoir rebondir, mais c'est quand même important de le redire. Est-ce que cette population se sent stigmatisée par ce qui se passe sur nos plateaux de télévision et par la politique, mais réellement dans la vie de tous les jours? C'est la vraie question que je me pose, parce que j'ai l'impression d'une solidarité absolument extrême, d'une ambiance plutôt finalement assez humaine des uns vis-à-vis des autres, et je ne sais pas si je suis trop optimiste ou réellement si je suis à côté de la plaque.
Déjà, c'est formidable d'être optimiste. Merci de poser cette question. Il en faut, absolument. Alors, tout d'abord, je voulais simplement, pour faire un petit rappel sémantique peut-être, c'est vrai qu'on parle souvent de ce débat sur l'identité nationale. Vous l'avez dit, c'est un débat d'opinion. C'est un sentiment. Nous, chez Amnesty International, on est là avec la boussole du droit international et du droit de manière générale. C'est pour bien faire le distinguo qu'une identité nationale, c'est absolument pas un concept qui est défini juridiquement d'aucune façon. Donc, ça ne renvoie qu'à des réalités individuels, à des sentiments individuels. Voilà. Donc c'est dans cette limite-là que souvent est abordé le sujet et je pense qu'il faut le rappeler. Deuxièmement, donc, pour répondre à votre question, nous on mène des enquêtes, c'est le propre de notre travail chez Amnesty International, on mène des enquêtes de terrain auprès des personnes concernées et ces personnes-là que l'on rencontre, donc des personnes en situation irrégulière ou avec des titres de séjour précaires, nous le disent. Elles nous le disent, quand elles regardent la télé, elles ont peur, elles se sentent directement ciblées par les discours politiques, par tout ce qui est dit à leur sujet, parce qu'en fait, elles se sentent directement ciblées, et elles n'osent plus sortir de chez elles n'osent plus dévier du trajet habituel pour peut-être faire des courses ailleurs, ou même porter plainte, ou peut-être se rendre chez le médecin, sont pour elles des occasions où elles seraient potentiellement exposées à des personnes, à être arrêtées, enfin voilà, pour elles, c'est extrêmement anxiogène. Elles sont dans un sentiment d'hypervigilance et elles ont peur et on ne peut que les comprendre parce que, encore une fois, il y a une banalisation que l'on refuse du discours politique qui a des conséquences concrètes pour ces personnes. Et enfin, je voulais rajouter aussi un point sur la solidarité. Alors c'est intéressant parce que donc, nous on est un mouvement militant et on constate, et là je rejoins votre optimisme au niveau local, les personnes sont là en fait en solidarité effectivement avec les personnes exilées et heureusement qu'elles sont parce que sans les personnes qui sont là pour aider notamment à la frontière, donc on a nous plusieurs frontières au niveau de la France, mais par exemple à la frontière franco-italienne ou à la frontière franco-espagnole, évidemment à la frontière franco-britannique, sans ces bénévoles qui font ça bénévolement, sont les solidaires, pour pallier les défaillances systémiques de l'État, il y aurait une vraie crise encore plus grande de l'accueil pour les personnes à ces endroits. Excusez-moi, mais quand vous parlez de défaillance systémique de l'État, c'est de l'accueil des réfugiés ? Oui, de l'accueil, ça on le documente depuis des années, mais aussi, et je voulais mentionner ça parce que c'est une réalité qui est peut-être, je ne sais pas à quel point elle peut être connue, mais de plus en plus, les solidaires sur le terrain font l'objet d'attaques, d'entraves, et des attaques qui sont aussi dans les médias, par la parole. Et c'est un écosystème qui fragilise finalement les personnes exilées elles-mêmes, parce qu'en s'attaquant aux personnes qui les aident, qui leur permettent d'accéder à une douche, à des repas, à de l'accueil, alors on s'attaque directement aux droits des personnes concernées. Alors, on va plonger directement aussi dans cette actualité encore nouvelle de François Bayrou qui veut une grande concertation sur ce qu'être français. Alors bon, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'il va y avoir... c'est bizarre comme terme, quoi, être français, etc. Et pour autant, est-ce que ce n'est pas l'occasion finalement de redire ce qu'est être français, à l'instar de ce que vous disiez aussi, Anaïs Place, c'est-à-dire cette terre d'accueil, cette terre qui est une terre de migration, une terre très nouvelle. Est-ce que finalement, relancer ce débat serait une bonne chose pour qu'on puisse enfin peut-être mettre des mots sur ce qu'on n'osait pas dire et qui laisse place à beaucoup de doutes, beaucoup d'imaginaires et peut-être beaucoup de peur aussi. Alors, je pense que le problème, c'est que ce débat, il est toujours instrumentalisé et qu'aujourd'hui, de surcroît, comme il l'est à l'occasion justement de drames parfois, par exemple celui de Mulhouse, par exemple celui du meurtre de la petite Philippine, la parole est complètement muselée. C'est-à-dire que si on ose s'attaquer à la racine justement de cette question identitaire, etc., on nous dit vous n'êtes pas solidaire des victimes, etc. Bon, évidemment, ça n'a strictement rien à voir, mais je pense que c'est problématique. Et pour répondre à votre question, pour revenir aussi au sujet du droit du sol, là ce que je trouve particulièrement inquiétant, moi, dans les débats qu'il y a eu, qui proposent justement d'étendre, par exemple, ce qui se fait à Mayotte et qui ne devrait pas se faire à Mayotte, mais de l'étendre au territoire métropolitain, c'est qu'on n'a pas de droit du sol inconditionnel en France. Si on est sur le territoire français, on n'est pas français. Il faut être soit né en France, de parents nés en France, soit être né en France et y être toujours à l'âge de 13, 16 ou 18 ans avec une condition de résidence. De 5 ans, c'est ça ? De 5 ans, exactement. Ce qui veut dire que, par exemple, quand on parle... À partir de l'âge de 11 ans. Oui, 11 ans ou 13 ans pour l'acquisition. Oui, 8 ans pour l'acquisition à 13 ans et 11 ans ensuite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, par exemple, l'acquisition automatique à 18 ans, des gens qui sont nés sur le territoire, c'est à peu près 2000 personnes par an. C'est
très peu. L'acquisition à 13 ou 16 ans par déclaration, donc volontaire, c'est à peu près 30 000 jeunes. Donc déjà, c'est très peu, mais ce sont des jeunes qui sont nés et qui ont grandi en France. Qu'est-ce qu'on leur dit? Qu'est-ce qu'on leur renvoie justement de leur identité, de leur appartenance à cette communauté nationale, quand on leur dit vous devez faire vos preuves, vous n'êtes pas français comme les autres, il va falloir également remplir tel et tel critère et on pourra vous dire non de manière discrétionnaire. Eh bien, je crois que c'est justement une situation de rejet. Et je vous laisse imaginer quand on est adolescent, justement, qu'on grandit avec des parents qui sont peut-être immigrés, peut-être qui parlent bien français, peut-être pas, mais qu'on a été à l'école en France, qu'on a des camarades en France, qu'on a construit sa vie en France et qu'on vous dit « non, mais on n'est pas sûr de vouloir de vous ». Et ça, je pense qu'effectivement, on n'en parle pas assez même effectivement jusqu'au ressenti de ces jeunes-là. Est-ce qu'on est allé les voir, ces jeunes qui acquièrent la nationalité à 13, 16 ans, 18 ans? Est-ce qu'on fait des reportages sur ces jeunes-là? Est-ce qu'on parle des situations individuelles des familles? Eh bien non, très peu. Et donc quand on se pose la question de ce qu'est être français, on parle souvent des valeurs de la République, on dit qu'il faut que les immigrés adhèrent à ces valeurs, mais est-ce que le discours qui nous est renvoyé aujourd'hui de nos gouvernants, il est conforme à ces valeurs? Moi, je ne crois pas, en tout cas pas celles qui sont dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et quand on a un ministre de l'Intérieur qui s'attaque à l'état de droit, je crois qu'en termes de valeurs républicaines, il n'a pas trop de leçons à donner. Elisabeth Borne s'est dit absolument contre, en tout cas pas favorable, donc contre oui. Ces mesures. Elle a même retoqué, et ça c'est une autre affaire, mais qui forcément fait écho, retoqué les recteurs qui avaient procédé à l'arrestation d'une jeune fille, d'une élève sans papier en janvier dans une école de Moselle. J'aimerais juste avoir une réaction, on a peu de temps, mais avoir une réaction peut-être à ce sujet, d'aller chercher une jeune fille qui n'a pas ses papiers en plein cours, alors soi-disant la récréation était 10 heures, mais enfin bon, enlevée par les gendarmes. Dans un établissement scolaire. Exactement, Diane Fogelman. Alors, sans commenter peut-être directement sur ces faits, oui. Ce serait plus simple pour moi si on les avait documentés, mais ce que je peux dire, c'est que c'est nouveau. Ils sont documentés, les faits sont établis. Par amnistie, oui. C'est ce que je voulais dire, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un nouvel exemple d'instrumentalisation à l'encontre des personnes concernées. Et pour revenir rapidement peut-être sur la question précédente, aussi rappeler que les États ont des obligations, des devoirs et des obligations, et que en termes d'accueil, le droit est très clair. En termes d'asile, il y a un droit fondamental et international à demander l'asile. Alors, je ne dis pas que là c'est nécessairement le sujet de demander l'asile, mais ce que je veux dire c'est que le narratif tel qu'il est présenté, tel qu'il est instrumentalisé, retourne en réalité la logique. Parce qu'en réalité c'est aux États de faire respecter leurs droits et devoirs, et non pas aux personnes concernées d'être brandies comme un exemple de tout ce qui n'irait pas dans leur application des droits. Non. Et on a tendance à oublier de rappeler aux droits, de respecter leurs obligations. Juste pour faire peut-être un petit détour par les États-Unis. Alors, je suis désolée, niveau optimisme, ça ne va pas être le meilleur exemple. Mais tout de même, nous, on tient simplement à dire que chez nous, il est encore temps en France, d'améliorer la situation, mais qu'on voit avec l'exemple états-unien, et là, pour le coup, on l'a documenté, ce qui se passe lorsque le narratif tombe, est centré sur le sécuritaire, est centré sur la peur et la haine, alors c'est le droit international qui tombe aussi. Il n'y a plus actuellement la possibilité de demander l'asile à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, ce qui est extrêmement grave, c'est une violation flagrante du droit international, on l'a documenté. En France, on voit que l'on suit des logiques un peu similaires au niveau du narratif. Ce que nous, on demande, et je crois que vous l'aurez compris, c'est de remettre de l'humain et redonner la parole aux personnes concernées et rappeler que les États donc, ont des obligations et des droits. Justement, parlons des droits de l'enfant, c'est la dernière question, parce que malheureusement on va manquer de temps, mais les droits de l'enfant et les droits à l'éducation, est-ce que sur le territoire français, ils peuvent passer au-dessus des lois immigration? Les droits de l'enfant? Oui. Alors, il y a une valeur supralégale. Alors, la Convention internationale des droits de l'enfant, la Convention de New York, a une valeur supralégale. Et dans son article 3, elle prévoit que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale, c'est-à-dire qu'elle doit primer sur toute décision, justement, du droit interne. Donc oui, je vous dirais même que c'est un outil très puissant. Juridiquement, l'intérêt de l'enfant, l'intérêt supérieur de l'enfant, ça permet d'ailleurs aux juges administratifs, pour ma partie, quand on parle de droit au séjour, etc., d'avoir une marge d'appréciation qui permet parfois d'écarter l'application de la loi en disant non, parce que là, il y a une violation très grave de l'intérêt de l'enfant. On l'utilise par exemple un petit peu parfois en matière de visa.
pour des visas d'installation pour des mineurs qui ne remplissent pas tout à fait les conditions du regroupement familial ou autre, et qu'on peut faire venir, par exemple, des beaux enfants, les enfants du conjoint, etc. Donc c'est effectivement un outil très puissant. Mais encore faut-il que le droit international soit respecté. Et c'est là que je vous rejoins. Si le droit international est affaibli, justement, ces outils-là, on ne pourra plus les employer. Merci à toutes les deux d'être venues sur le plateau du Grand JT. Anaïs Place, vous êtes avocat spécialiste en droit des étrangers et de la nationalité. Merci beaucoup de votre présence, ainsi que Diane Feugelman. Merci également, chargée de plaidoyer migration à Amnesty International France. Merci à vous deux. Merci. On marque une courte pause. On se retrouve tout de suite dans le Grand JT. Chaque matin dès 6h30, retrouvez Emmanuel Davidenkoff et son équipe dans La Quotidienne. En compagnie d'un invité fil rouge, il vous donne des clés de compréhension et des conseils pratiques en matière d'éducation et de parentalité. C'est important d'adopter des mesures hygiéno-diététiques, c'est important de savoir bien manger, de bien s'hydrater, d'avoir un bon sommeil. À partir de 9h, Patrice Boisfer prend le relais dans le MAG. Au cœur des territoires, la parole est donnée aux élus et aux élèves qui font bouger l'éducation partout en France. Je voyais pas énormément de jeunes, je me reconnaissais pas énormément dans les listes parce qu'il n'y avait pas de jeunes, il n'y avait pas de sportifs, et je me suis dit pourquoi la politique ça touche que certaines personnes. À 12h30, School TV vous ouvre les portes de l'école du futur. Avec son équipe de chroniqueurs, Philippine Dolbeau met en lumière des acteurs engagés et des innovations pédagogiques qui façonnent l'école de demain. L'usage qu'on peut faire d'un téléphone et celui d'un ordinateur est complètement différent. Sur l'ordinateur, on parle bien d'un usage pédagogique. Pour le cours, le téléphone, on aborde plutôt la question des réseaux sociaux, et je ne pense pas que les enseignants prônent d'utiliser TikTok ou YouTube. Tous les soirs à 20h30, dans le Grand JT de l'éducation, Virginie Guillaume fait le point sur l'actualité du jour. Politiques et acteurs de l'éducation se questionnent sur l'avenir de nos enfants à l'école. Le double objectif de tout ce que nous avons fait, qui est la boussole de toute l'action, c'était deux objectifs que j'affichais toujours, c'est-à-dire un, hausser le niveau général des enfants de France, deuxièmement, baisser les inégalités, donc rapprocher les plus défavorisés du reste du groupe, et que tout cela monte, ce que j'appelle parfois niveler par le haut. Chaque samedi et chaque dimanche, Malika Ménard reçoit une personnalité qui raconte ses souvenirs d'écolier et dévoile sa vision de l'école d'aujourd'hui et de demain. L'amour devrait être enseigné à l'école, l'empathie devrait être enseignée à l'école, la vraie éducation civique, l'amour de l'autre, l'amour des plantes, le respect de l'environnement profond, l'alimentation vraie, ça devrait être enseigné à l'école. School TV, imaginons ensemble l'école de demain. De retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Florence Médina. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'autrice de Ni prince ni charmant, ce roman paru chez Talent Haut, éditions Talent Haut. On va parler de ce livre, évidemment. On parle de réseaux sociaux, on parle d'agression, de consentement aussi beaucoup. Le livre commence par cette phrase « T'es au courant que ton pote est un violeur ?» Pourquoi commencer par ça? Est-ce que vous voulez susciter un véritable choc chez vos lecteurs? Alors, pas seulement le susciter, c'est plutôt le rapporter, parce que c'est quelque chose qui est arrivé dans mon environnement proche, effectivement, qu'une jeune fille que je connais plus que bien apprenne qu'un garçon qui était aussi dans notre cercle familial avait son meilleur ami qui était soudain accusé d'un tas de choses sur les réseaux sociaux. Et la première question que je me suis posée, c'est qu'est-ce qu'il va faire? Comment il va gérer ça? Qu'est-ce que je ferais moi aujourd'hui à mon âge si on m'apprenait qu'un de mes meilleurs potes est accusé d'un tas de choses? Est-ce que j'y croirais? Est-ce que j'y croirais pas? Est-ce que... Voilà. Oui, c'est toute la question. Donc, c'est l'histoire de Tristan, sans tout dévoiler, mais quand même de pitcher, l'histoire de Tristan qui apprend que son meilleur pote est accusé de viol par au moins, effectivement, une fille, d'avoir un comportement aussi problématique par d'autres. Donc, il n'y a pas qu'une seule personne qui l'accuse. Dans un premier temps, Tristan rejette totalement l'idée. Il refuse de croire cette jeune fille qui l'accuse, qui s'appelle Zoé. Et il se dit, c'est impossible, en fait. Je ne peux pas croire ça. Zoé, c'est la messagère, à vrai dire, puisque la fille qui accuse, je ne sais plus, c'est une qui n'intervient pas exactement, mais Zoé est
Celle qui rapporte l'information. La pseudo-demi-sœur, ils vivent sous le même toit avec des parents qui ne sont pas les parents de l'un et de l'autre, enfin des deux en même temps. Et elle lui apprend. Ils ont des amis par les réseaux sociaux communs. Et elle lui apprend que des filles accusent ce garçon qui s'appelle Louis dans le roman. Et c'est elle qui le lui dit, ton copain est un violeur. Et alors, vas-y, qu'est-ce que tu fais maintenant? Et elle lui apprend, mais elle-même l'a appris par le biais d'Instagram. Et c'est pas innocent de dire ça. Hein. C'est vraiment l'intérêt, ou plutôt le désintérêt, ou en tout cas la dangerosité des réseaux sociaux. La dangerosité et en même temps une façon dont les jeunes filles, oui, sans doute plus les jeunes filles que les garçons, s'emparent de cet outil pour communiquer, pour se faire savoir des choses, se mettre en garde. Moi, je connais des jeunes filles qui se mettent en garde. Alors, oui, ça peut avoir des relents de vengeance, de se dire « Ah oui, elle me dit de ne pas sortir avec lui parce qu'il l'a larguée » et tout ça. Mais il y a aussi des filles qui se mettent réellement en garde contre des garçons qui ont des comportements toxiques. Alors donc c'est l'histoire de Tristan qui dit mais non mais enfin Louis je le connais depuis l'enfance, c'est impossible. Et c'est vrai que c'est souvent des mots qui reviennent, même quand on voit l'histoire des procès de Mazan, des secondes, troisième personnes d'entourage qui disent mais enfin c'est impossible, je connais cette personne, jamais il aurait fait ça. Mais Gisèle Pellicot elle-même, elle le dit, c'est touchant, elle dit à un moment quand les femmes ou les amis des accusés viennent dire mais c'est un type bien, elle dit mais oui j'avais le même à la maison. Sauf que le violeur c'est pas le gars dans un parking qui vous attend avec le couteau, c'est l'ami, c'est le conjoint, c'est l'ex-petite amie, c'est un copain de la famille quoi, souvent. Et souvent ce qui arrive c'est que plutôt que de se poser la question, plutôt que de rester en retrait et de voir, plutôt que de protéger, eh bien on accuse en l'occurrence la jeune fille de mentir. Alors oui, sans aller jusqu'à accuser la jeune fille de mentir. Enfin, moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu de première main, pour ainsi dire, le fait que quelqu'un, qu'un proche comme ça, soit accusé. J'imagine que c'est très choquant. J'imagine qu'on a le droit au doute. Mais Tristan, c'est pas ce qu'il fait dans le roman. C'est ce qu'il fait. Bien sûr. Alors, au départ, quand même, il est du côté de son copain, point barre. Oui. Et puis, il repense à lui-même, à des choses qu'il a faites, où il ne s'est pas trouvé toujours très, très bien. Et puis, il va voir Louis. Et finalement, celui qui lui donne la solution, c'est Louis. C'est quand il discute avec Louis que, pour lui, il n'y a pas de problème dans ce qu'il fait avec les filles, alors qu'effectivement, il agresse et il viole. Il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, moi, je ne voulais pas qu'il y ait de doute dans ce texte-là. Il n'y a pas de doute dans le texte et souvent quand une histoire effectivement arrive, parce qu'elle arrive à une personne qu'on connaît, qui connaît une autre personne, etc., fait écho à notre propre histoire. C'est ce qui passe avec Tristan et une ex à lui qui s'appelle Amina. Oui, alors Tristan, il a été maladroit. Moi, je trouve que je l'aime bien, Tristan. Je trouve que c'est un garçon bien. Il est humain. Il est humain, il évolue. Il a un trajet dans le roman et j'ai toujours dit, je pense que si un jour... j'ai un problème avec un personnage, si je l'aime pas, si je dois être mauvaise avec lui, je le ferai pas évoluer, je le laisserai les deux pieds dans le même sabot. Et au final, le seul personnage, je crois, de tout ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui qui reste au même endroit, c'est Louis. Mais Tristan évolue. Alors, dans ce roman, il évolue un peu vite parce que dans une première édition de ce texte, j'avais un format contraint, je pouvais pas avoir plus de pages. Si j'avais pu, je pense que j'aurais fait ça sur plusieurs semaines. Là, ça se passe en quelques jours parce que j'ai pas le choix. Mais Tristan est un garçon qui évolue, qui a du recul sur lui-même, qui est capable de se dire « Ah tiens, il y a un moment où j'ai pas été finot, est-ce que j'ai agressé ?» Et oui, il a agressé. C'est une erreur, c'est pas un truc hyper grave, mais il se rend compte que même cette chose qui peut paraître anodine pour lui, pour nous, a des conséquences pour la fille qu'il a subie et qui tout d'un coup peut avoir peur d'être seule dans une pièce avec un homme, avec un garçon. Donc c'est grave. Quand je dis qu'il est humain, c'est qu'il est humain avec ses défauts, avec ses failles. Oui. Oui, bien sûr, il est humain. Puis je trouve qu'il est bien. Enfin, il fait des erreurs, on en fait tous, mais il s'en fait pas. Il n'est pas de mauvaise foi. Voilà. Il se dit pas oui, mais c'est moi qui ai raison et elle m'avait. Enfin, on a des discussions comme ça en classe avec des jeunes. Moi, je rencontre pas mal de jeunes autour de ce roman, entre autres. Et une des dernières rencontres que j'ai faites, ça a été très touchant parce qu'il y avait beaucoup de garçons et 3 filles. C'était une classe lycée métier du bâtiment. Donc 9 garçons, 3 filles. Et on parle de choses et d'autres. À un moment, ça dévie. On a vraiment une discussion à bâton rompu sur les choses de la vie. Qu'est-ce que tu feras plus tard? Et il y a une des filles qui discrètement se penche vers moi et me dit « Est-ce que je peux leur demander ce qu'ils pensent du viol ?»
Ok. Donc on finit quand même le tour de table sur toi, tu feras quoi plus tard? Moi je vais reprendre l'entreprise de mon père, tout ça. Et je suis revenue sur un des passages du roman. Je fais, bon, on va revenir un peu à nos moutons. Et, parce qu'il y a un moment où Louis dit, mais quand une fille se tortille en string dans ton lit, voilà, il n'y a pas photo, c'est qu'elle veut et tu peux y aller. Et il n'y a plus d'interdit, il n'y a plus de stop possible. Et je leur ai demandé ce qu'ils en pensaient, parce que dans certaines classes, j'ai su que des filles pensaient aussi ça. Que quand on était allé trop loin, on ne pouvait plus faire marche arrière, qu'on ne pouvait plus s'arrêter. Et les garçons dans la classe que j'ai rencontrés, qui étaient des garçons éminemment sympathiques, au début, ouais, mais non, évidemment que non. Mais évidemment que quoi? Évidemment que non, c'est pas parce qu'une fille se tortille en string qu'on a tous les droits. Ça leur paraissait évident? Eh non, parce que quand on va 2 minutes plus loin, c'est oui, mais quand une fille me chauffe, quand une fille me frotte, quand une fille me fait ça, je suis mais vous vous rendez compte que vous envisagez ça qu'à travers vous, c'est me. La fille, elle fait ça pour elle aussi. C'est pas que l'acte sexuel n'est pas que à travers vous, c'est le sien aussi. Et c'est ça, je pense, qui est intéressant de discuter. Et c'est raconté aussi effectivement dans ce roman dont je rappelle le titre, Ni prince ni charmant, qui peut-être renvoie d'ailleurs à l'humanité, en fait, au côté humain des hommes avec leurs failles et leurs manquements, des hommes et des femmes. Eh bien, donc Tristan raconte effectivement cet épisode avec Amina et cette notion finalement de devoir forcer, puis à un moment de dire cette jeune fille en face qui bondit, effectivement, qui se lève d'un bond et dit mais t'es lourd. Ce genre de situation arrive parce que justement il n'y a pas vraiment d'éducation à la notion de consentement? Alors, sans doute. Je pense que... Alors, théoriquement, je crois que c'est depuis 2001, si je ne dis pas de bêtises, que les élèves sont tous censés avoir 3 heures d'éducation à la vie affective et relationnelle et ensuite sexuelle à partir du collège. 2004, je crois, oui. Et ces 3 heures, elles ont dans beaucoup d'endroits pas lieu. Elles sont souvent diabolisées. Ouh là là, on ne va pas faire entrer le sexe en classe. Mais le sexe, moi, on s'en occupe et puis il s'occupe de vous. Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Et oui, je pense qu'il est bien de parler du consentement. Je sais qu'il est question de le mettre dans la loi, le consentement. Je trouve toutes ces choses-là, moi, toutes ces choses très compliquées. Ce que j'essaye de dire aux jeunes quand je les rencontre, c'est voilà, il y a des moments où, de toute façon, on ne peut pas consentir ou ne pas consentir. Il faut être honnête, on n'a pas toujours le choix. En revanche, quand vous pouvez, quand c'est de l'ordre de la relation comme Tristan et Amina ou Louis et ses copines, essayez de ne pas consentir à ce que vous ne souhaitez pas. Parce qu'on parle peu du désir en revanche. Et moi, j'essaye de leur dire, le désir, c'est un truc, c'est hyper chouette. Vous allez voir, si vous poussez une fille qu'elle n'a pas vraiment envie, bon, bah oui, bof. Le jour où vous allez faire l'amour avec quelqu'un qui en a vraiment envie comme vous allez voir, c'est vraiment chouette. Donc, je pense qu'il faut parler de consentement et du corollaire qui est le désir. Désir, effectivement, sexualité. Vous parlez de ces sentiments qui sont très forts comme l'amour, la sexualité, le désir, mais aussi l'amitié. Parce que c'est aussi ce qui revient dans ce livre, c'est l'amitié entre ces 2 garçons, entre Louis et Tristan, qui se connaissent donc depuis l'enfance, dont l'un ne peut pas douter de l'autre puisqu'ils se connaissent depuis petit, il ne peut pas croire qu'il aurait commis de tels actes. C'est aussi ça, peut-être repenser cette notion d'amitié, de voir sous quel prisme on la regarde. Ça me paraît compliqué. Je crois que c'est des choses qui sont tardives de remettre en cause des amitiés comme ça. Moi, c'est rigolo parce que je ne sais pas toujours d'où ça vient quand j'écris. C'est après coup, je me rends compte. Et j'y repensais, enfin, des amitiés comme ça, avec plus ou moins de l'emprise. Mais il y a eu un moment de ma vie où je les ai collectionnées. Non, mais de dire qu'on a le droit de changer d'amis, finalement. Ah, mais oui. On a le droit de choisir. Oui, et c'est pas si évident, parce que la fin à un moment, dans la fin du roman, il y a cette chose-là, où Louis est montré du doigt par tout le monde, où tout le monde dit il est coupable et on écoute les victimes et on les croit. Mais cette chose se délite assez vite et c'est quelque chose que j'ai connu dans mon entourage, des jeunes filles qui finalement ont dénoncé leur agresseur, leur violeur. Tout l'entourage était avec elles et puis petit à petit, on oublie, non, les amitiés se défont pas si facilement, même pour des motifs comme ça. Parler, libérer la parole, aussi bien dans l'amitié d'ailleurs que dans les rapports de séduction ou les rapports amoureux, c'est toujours compliqué, même à notre âge, mais aussi quand on est plus jeune. Comment, peut-être qu'elle est... je ne sais pas, c'est pas votre secret, c'est un peu banal de dire ça, mais comment influencer tous les jeunes que vous rencontrez à se dire à un moment, essayez de parler, essayez de plus parler, davantage communiquer pour savoir vers où vous vous situez, quoi, quelles sont les relations? Alors c'est
c'est ça le but. Après, moi, j'ai une chance. Quand j'arrive, je ne fais que passer. Nul n'est prophète en son pays et je ne fais que passer. Je suis la dame qui écrit un livre. Tous, je crois. Voilà, on a un bol là-dessus. En plus, moi, je peux me permettre de leur dire des choses que leurs professeurs ont peut-être moins la liberté de leur dire. Je me souviens d'une rencontre où à un moment, on parle de Louis. Et l'ambiance se relâche un peu et je traite Louis de connard. Bon, ok, c'est pas bien, mais c'est comme ça. Et tout d'un coup, une professeure qui est là, de français, dit oui, bon, Louis, c'est un connard. Et les élèves étaient stupéfaits. Mais madame, c'est-à-dire que moi, j'avais le droit de le dire, que leurs professeurs le disent, c'était plus compliqué. Donc moi, je jouis effectivement d'un statut un peu à part, d'ovni, de trucs qui passent par là. Et la parole peut être... et relâché. Il y a de l'humour dans nos rencontres, il y a des choses aussi extrêmement profondes. D'où l'importance de lire les livres des auteurs et autrices, en l'occurrence de Florence Médina. Ni Prince ni Charmant, paru aux éditions Talent Haut. Je ne me trompe pas. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le Grand JT. On va marquer, non pas une courte pause, on va retrouver surtout Guillaume Buin pour sa chronique. Aujourd'hui, Guillaume, pour votre chronique, on va prendre un petit peu de hauteur, voire même beaucoup d'ailleurs, direction la Lune, où s'est posé hier matin un nouveau robot. Et son nom, c'est le Blue Ghost Mission 1, qui a été développé par une start-up américaine, Firefly Aerospace. Avant de... Vous dites bien tout ça, vous savez. Ah, merci. Vous avez un bon anglais. Avant de vous poser la question, non, Trump. Ça n'est pas Elon Musk. On précise, c'est pas lui qui a fourni, qui a créé tout cela. C'est donc un petit robot qui est compact, qui est doré, qui mesure 2 mètres de haut, 3,5 mètres de large. Et les photos que vous allez voir, c'est celles qu'il a donc postées sur les réseaux sociaux lors de son arrivée sur la Lune. Une mission qui a été retransmise aussi en direct. Le robot s'est posé à 3h30 du matin, heure locale aux États-Unis, 9h30 chez nous en France. Et où s'est-il posé? C'est la question. Eh bien, c'est près de Mons-la-Treille. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce vraiment ces noms. Une formation volcanique près de Mare Crisium, c'est sur la face nord-est en fait de la Lune. Le robot était donc tout au bout d'une fusée Falcon 9 de SpaceX. Toutefois, n'est pas loin. Il est là. Effectivement, il est pas loin. A été lancé donc du côté de Kennedy en Floride, donc la station de la NASA. C'était le 15 janvier dernier. 45 jours de voyage pour ce petit robot. Donc une mission qui s'inscrit dans un programme de la NASA, si je comprends bien. Effectivement, l'objectif en fait, c'est de récolter de nombreuses données sur l'environnement lunaire pour préparer l'arrivée des astronautes avec la mission Artemis. C'est quand même demain l'idée d'envoyer un équipage sur la Lune. Ce sera en 2026. L'agence spatiale américaine a payé 101 milliards de dollars pour transporter 10 millions de dollars pour transporter 10 expériences scientifiques sur la Lune, auxquelles s'ajoutent les 44 millions de dollars pour le développement des instruments qui ont donc été embarqués. Alors que recherchent justement ces scientifiques? Je vous propose d'écouter Benjamin Peter. Il est chargé de l'actualité spatiale au sein de la Cité de l'Espace à Toulouse. C'était au micro de France Info hier. La NASA a missionné des entreprises privées dans le but d'envoyer du matériel, d'envoyer des instruments. Et donc, on va y aller pour préparer, en fait, le retour des astronautes sur la Lune. De préparer, en fait, les missions habitées en connaissant un peu mieux la Lune, en connaissant un peu mieux, par exemple, le régolithe lunaire. Et c'est tout l'objet, par exemple, de cette mission Blue Ghost, de surveiller, de comprendre un peu mieux ce régolithe lunaire, donc la poussière qui se trouve à la surface de la Lune. On sait que c'est une poussière qui est particulièrement abrasive, qui peut être dangereuse pour les poumons des astronautes. On s'en est rendu compte au moment des missions Apollo. Et le but, c'est là notamment, on a toute une expérience avec un bouclier anti-poussière qui va être testé pour voir si sur des surfaces, on peut faire en sorte que ce régolithe se dissipe un peu plus rapidement. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en ligne de mire en fait de la NASA et des chercheurs, il y a Mars avec la conquête de cette planète d'ici les prochaines années. Écoutez une nouvelle fois Benjamin Peter. La grande odyssée, c'est d'aller vers Mars un jour. Pour faire de la science, pour mieux comprendre cette planète qui est un peu notre planète sœur, l'idée c'est de préparer des technologies. On sait que c'est particulièrement difficile d'aller sur Mars, encore plus que d'aller sur la Lune. Et donc il va falloir, si on veut aller un jour là-bas, il va falloir emmener des quantités de matériel très importantes. Il faudra des vaisseaux immenses. Et donc on se dit que ce serait bien qu'on puisse utiliser les ressources sur place. Peut-être utiliser justement ce fameux régolithe pour le stabiliser, pour faire peut-être des habitations, pour faire des routes. Utiliser aussi la glace d'eau qui se trouve à la surface de la Lune, comme il y en a, on le sait aussi, à la surface de Mars. Peut-être pour la boire, pour les astronautes, ça évitera d'avoir à l'emmener. Peut-être pour la respirer, si on divise l'oxygène de l'hydrogène, ça c'est possible aussi, ça fait partie des choses qui vont être testées. Et avec de l'hydrogène et de l'oxygène, vous faites décoller des fusées. Donc ça peut être aussi un intérêt d'avoir demain un carburant grâce à cette glace d'eau.
Alors pour étudier tout cela et récupérer toutes ces données, eh bien Blue Ghost va fonctionner quand même pendant 14 jours terrestre et va notamment immortaliser au cours de son séjour un crépuscule ainsi qu'une éclipse totale lunaire, un événement qui survient quand l'astre passe dans l'ombre de la Terre. C'est la deuxième fois que l'entreprise privée atteint cet objectif. Oui, et c'est la première fois vraiment que cela fonctionne, puisqu'en fait on avait Intuitive Machines, toujours américain, qui était entré dans l'histoire en devenant la première société privée à se poser sur la Lune. C'était en février 2024, une première mondiale, mais en raison d'une défaillance du système de navigation, eh bien le robot s'était posé, on va dire, sur le côté, donc sur l'un de ses 6 pieds, une déconvenue qu'il souhaite donc de nouveau éviter, puisque l'alunissage, comme on dit, de son robot est prévu ce jeudi. La sonde Athéna de plus de 4 mètres transporte elle aussi des objets, des instruments scientifiques de la NASA, le tout pour une nouvelle fois étudier la Lune, mais sur une autre face de notre satellite, ce sera plus au sud. La conquête de la Lune est loin d'être finie. Oui, parce qu'il y a donc beaucoup d'entreprises privées en fait qui sont contactées par la NASA pour y aller. Écoutez, Benjamin, Peter. Nous, on veut maîtriser les coûts, on veut pas que ça glisse aussi en termes de délai. Depuis plusieurs années, à l'image de ce qui se fait pour la Station spatiale internationale, la NASA a confié au privé l'envoi d'astronautes dans l'ISS. Et désormais, ils se disent pourquoi pas faire la même chose pour la Lune, pourquoi pas le faire demain pour Mars. Et donc, effectivement, elle missionne des entreprises privées. Elle sait aussi qu'il y a des risques, puisque c'est des entreprises qui font ça pour la première fois. Dans le cas d'Astrobotic, par exemple, l'année dernière, ça s'est mal passé. La mission n'a jamais atteint la Lune. Intuitive Machines, l'an dernier, ça a été un peu compliqué. Elle s'est posée couchée. Et donc là, c'est la première fois, en fait, qu'une entreprise privée réussit parfaitement l'alunissage. Et donc, en ça, c'est aussi une première dans cette aventure. Alors on verra ce que va nous rapporter Blue Ghost. En attendant, l'espace, ça attire et ça intrigue, puisqu'il y a eu peu le lancement d'Ariane 6, la première mission commerciale donc, de cette fusée qui a décollé sur la base de Kourou en Guyane. L'objectif, c'était de lancer un satellite militaire français qui va ainsi sceller la souveraineté retrouvée de l'Europe spatiale, alors même que la Russie et les États-Unis continuent d'avoir ce marché. Le passager de cette fusée, c'est un satellite, le CSO-3, qui sera placé sur une orbite à hauteur de 800 km et qui va compléter la mini-constellation de surveillance de la Terre. Pour le ministère de la française de la Défense, cette mission est très importante justement pour nous, avec la présence qui est attendue depuis 2022. En tout cas, si vous souhaitez suivre justement notre robot, le robot Blue Ghost, rendez-vous sur sa page Instagram, car il en a une, c'est la page de Firefly Aerospace. Merci beaucoup Guillaume. On va tout de suite retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. Vous êtes venu nous présenter les évolutions de cette application qui aide les enfants à entrer dans la lecture par le jeu, soutenue par l'intelligence artificielle, maintenant par des supports papier aussi. Et c'est ça qui est innovant chez vous, c'est cette alliance entre le numérique et le côté papier du livre. Justement, peut-être une première question pour commencer, et pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas, où est-ce que vous en êtes de votre développement aujourd'hui ? Donc, Cornet, aujourd'hui, elle est commercialisée à la fois pour les parents et dans les écoles. Et on est présent avec ce double support. Nous, on n'est pas des adeptes du numérique, mais en situation de difficulté, il permet une accessibilité que le papier peut ne pas permettre. Donc, nous, Corneille, s'adresse à des enfants petits de 3 à 8 ans qui sont en apprentissage de la lecture. Et on a des activités très simples et très ludiques. La partie plateforme, donc elle peut être disponible sur téléphone, sur tablette ou sur ordinateur, est très simple. On a un personnage qui accompagne l'apprentissage de la lecture, un peu un compagnon de lecture dans l'univers de la forêt, et avec des activités simples, de rimes, de mots, découverte de mots. On va travailler plusieurs entrées, à la fois l'entrée des sons, mais aussi la manipulation des différentes lettres que l'enfant commence à apprendre. Donc, la partie numérique permet d'avoir un feedback rapide et la partie papier permet de voir un peu le sens du livre. Parce que quand on lit le français de gauche à droite, on tourne les pages d'une certaine façon et ça, l'enfant doit l'apprendre. Vous intervenez aussi dans les écoles. Est-ce que c'est une façon de sensibiliser les futurs collègues de ces enfants en situation de handicap ? Oui, alors on a 2 formes d'intervention dans les écoles. Soit on va rencontrer les jeunes en situation de handicap
tout au long de l'année, on va leur expliquer ce qu'on peut leur proposer. Donc, par exemple, la participation à ce forum-là. Mais à côté, tout au long de l'année, on organise aussi des visites d'entreprise, on organise des ateliers CV, lettres de motivation. On les aide à trouver des stages. On parlait des stages tout à l'heure de 3e, de seconde. Donc, on intervient dans les classes pour aussi expliquer aux jeunes ce que l'on peut faire pour eux et avec leurs professeurs tout au long de l'année. Et puis, effectivement, de temps en temps, on intervient aussi dans des établissements auprès de jeunes qui ne sont pas en situation de handicap, des jeunes dits valides. Et donc là, c'est une manière pour nous de les sensibiliser au sujet et de leur dire que leurs camarades ou leurs collègues de demain, ils ont une richesse à leur apporter et que voilà, c'est ça le sujet de la diversité, vraiment et concrètement. Éducation socio-culturelle, vous venez de le dire, ça c'est une discipline propre à l'enseignement agricole et c'est là où on donne la 3e date. On ne va pas harceler tout le monde de date, mais c'est la 3e qui est importante, c'est 1965. 1965, donc nous fêtons cette année les 60 ans de l'éducation socio-culturelle. C'est donc la partie... C'est donc cette discipline que personne ne connaît trop. Même les enseignants d'éducation socio-culturelle ont parfois du mal à définir leur propre discipline. Mais en fait, c'est un petit peu le carrefour de tout ce qui concerne la culture. Voilà. Et donc, l'accès à la culture, c'est un élément extrêmement important pour tous les jeunes qui fréquentent les établissements agricoles. Ce qui relie tout ce monde de l'enseignement agricole à la grande famille de l'éducation populaire. Alors c'est un lien très évident pour les maisons familiales rurales parce qu'elles sont vraiment nées de ce mouvement-là, mais c'est le lien aussi avec la jeunesse agricole chrétienne, la Jacques, et puis tous les mouvements associatifs en milieu rural qui se souviennent, et ça vous le soulignez à plusieurs reprises dans le bouquin, que dans l'agriculture, il y a culture. Dans l'agriculture, il y a culture. J'ai par principe l'idée de commencer toujours mes entretiens par cette petite attention. Mais effectivement, la culture, ce n'est pas que la culture des sols, c'est aussi la culture au sens générique. Et effectivement, tous les jeunes ont droit à la culture. Et vous menez des projets absolument formidables, notamment avec l'opéra. Vous êtes passionné de ce genre de choses. J'ai cru comprendre que vous utilisiez maintenant l'intelligence artificielle. Comment ça se passe? De quelle manière vous l'utilisez? Donc, on l'utilise de 2 manières. La première manière, c'est l'enfant dans le numérique, il est accompagné en fonction de ses échecs, on lui propose une nouvelle activité. Et ça, ce sont des algorithmes de parcours adaptatif qu'on a eu depuis le début. Donc, on peut, comme le professeur qui est en classe, voir la progression de l'enfant, c'est un peu de la même façon. Le professeur crée sa propre progression dans ce qu'on appelle le back-end. L'enfant ne le voit pas, mais l'algorithme propose une adaptation dans cette progression, à dire tu vas aller à ton rythme. Tu peux aller plus vite ou moins vite. Et donc, du coup, on propose les activités en fonction du rythme de chaque enfant. Donc ça, c'est la première façon. Et on est en train d'utiliser tout ce qui est IA génératif pour créer plus de contenu. Mais aujourd'hui, c'est plus en phase de recherche. Toute la partie qui est montée derrière dans l'application, il y a une validation humaine. Donc, on peut une relecture des professeurs. Souvent, les auteurs sont des professeurs. Une validation humaine qui reste encore nécessaire de ce que je comprends, effectivement, toujours, et c'est important. Alors, on est vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Servane, délégué général de l'association Arpège. Arpège, c'est quoi? Alors, Arpège, c'est une association qui a été créée il y a un peu plus de 15 ans maintenant par des entreprises de tout secteur d'activité. Et c'est une association qui a pour vocation à accompagner des jeunes en situation de handicap qui ont entre 15 et 30 ans. Et cette activité-là, on l'a sur 5 régions en France aujourd'hui. Donc, on agit en Île-de-France, mais aussi dans les Hauts-de-France, en Bretagne, en Rhône-Alpes et sur une partie de l'Occitanie. Voilà ce que je crois être l'ADN de l'enseignement agricole. Il s'appuie sur des bons enseignants qui sont des enseignants moyens. C'est quoi des enseignants moyens? Pourquoi c'est bien les enseignants moyens? Un enseignant moyen, c'est un enseignant qui est à hauteur d'homme. Donc à hauteur d'élève, et qui, quel que soit son parcours, qui peut être assez exceptionnel sur le plan de la formation initiale scolaire, a la capacité de rencontrer l'élève dans ce qu'il est. Donc moi je suis très fier d'être entouré d'enseignants moyens. Est-ce que d'ailleurs vous avez dans l'enseignement agricole les mêmes problèmes de recrutement que dans l'enseignement général, enfin général, l'éducation nationale? Au Pays Basque un peu moins.
c'est plutôt une terre qui attire. Vous en parlez, c'est parce que c'est là que vous dirigez un établissement. Voilà. Au Pays Basque, c'est plutôt sain. Vous pensez que c'est le Pays Basque qui attire plus que le... Je pense qui attire aussi bien que l'enseignement agricole. C'est ça. La dynamique de l'enseignement agricole est assez forte dans ces régions-là. Et par ailleurs, cette idée de liberté et d'autonomie de travail des équipes pédagogiques est quelque chose d'assez singulier dans le monde de l'éducation. On en est très jaloux et je pense que ça fait partie des éléments qui peuvent attirer encore des enseignants. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Guillaume pour ce JT, pour cette chronique sur l'alunissage. Oui, c'est bien alunissage, ça. effectivement. Voilà, on a appris des mots aujourd'hui. Merci mille fois pour tout cela. Toute l'équipe en régie, Théo Boscar à la réalisation, Héloïse Merlin au son, Laure Edmond au maquillage, Emma Ferret et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée, on se retrouve demain. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.